Le 1er mai, Pascal Perrineau, comment on peut qualifier la situation? En effet, pour Marine Le Pen, c'est un 1er mai raté. Et c'était un 1er mai dans lequel se relisaient d'autres 1er mai, comme si tout d'un coup l'histoire du Front National se remettait à défiler. On n'avait pas connu depuis longtemps, par exemple, tout de même des journalistes pris à partie dans le défilé du 1er mai. C'était assez fréquent, j'allais dire, dans le Front National de la première période. Voilà, c'est revenu. D'autre part, le président d'honneur, qui est toujours président d'honneur, en effet, qui s'invite à la tribune, et on voit bien à la grande surprise de sa fille, et qui se fait, tout de même c'est intéressant, acclamé par toute une partie, non seulement des militants, mais Marine Le Pen avait voulu exclure son père en mettant la soixantaine d'élus départementaux. Et c'est frappant quand on regarde les images. À peu près les 3/4, sinon la quasi-totalité de ces élus applaudissent oui. le président d'honneur du Front National. Donc il y a là un deuxième élément qui montre tout de même que Jean-Marie Le Pen n'est pas le marginal dans son parti que l'on veut bien présenter. C'est un peu plus compliqué que ça. Puis il y a bien sûr l'intervention des Femen qui redéroule l'histoire du Front National dans l'autre sens. Ça, c'est la troisième gauche, on pourrait dire. Voilà, alors, non, mais est-ce que ce parti peut exploser sous ces pressions contraires? Parce que l'histoire du Front National, c'est en tout cas un homme qui a réussi à fédérer, j'allais dire, tous les groupuscules plus invraisemblables les uns que les autres que connaissait notre pays en la matière. Il en a fait un parti. Et la tâche n'était pas simple. Et sa fille est en train de le développer, elle aussi, avec une stratégie que l'on a qualifiée, nous, ce soir, de bleu marine. Donc, est-ce que ça peut péter? Elle le développe, mais comme toujours, quand un parti de protestation engage Chamu vers un parti de pouvoir, ça provoque des tensions dans une culture qui reste une culture de radicale, une culture de la protestation, de l'opposition, c'est normal. C'était déjà le cas en 1998. Là, l'appareil avait éclaté. Les maigretistes d'un côté et Jean-Marie Le Pen de l'autre. Là, cette fois-ci, on peut peut-être avoir, si jamais le père fondateur est complètement écarté, on peut avoir autre chose. On peut avoir des militants qui votent avec leurs pieds. C'est-à-dire un parti qui se vide d'une partie de ses cadres et de ses adhérents, qui, tout de même, quelles que soient les critiques qu'ils peuvent émettre vis-à-vis du père fondateur, diront véritablement un Front National sans Jean-Marie Le Pen, ça n'est plus le Front National. Ça vous paraît possible ? En tout cas, ce matin, au bureau politique qui devait porter sur les investitures au régional, ce bureau politique a été extrêmement tumultueux. Alors même que les partisans de Jean-Marie Le Pen sont minoritaires aujourd'hui. Elle a écarté beaucoup de ceux qui étaient proches de son père, et puis d'ailleurs beaucoup sont partis d'eux-mêmes à l'élection de Marine Le Pen à la présidence du Front National. Or, ce matin, l'idée d'exclure le président fondateur, qui reste quand même, pas seulement une figure symbolique d'ailleurs, une figure politique du parti, gêne aux entournures et la montée en opposition à Jean-Marie Le Pen, notamment de Florian Philippot, commence à être contestée. Donc c'est difficile pour elle et elle va devoir respecter en tout cas un peu les formes. Et on voit bien d'ailleurs qu'elle a hésité. Elle fait une interview dans le Figaro juste après l'histoire de Rivarol. Où elle dit « ça ne ressemble pas à mon père », ses déclarations sur le détail de l'histoire, le racisme, tout ça ne lui ressemble pas. Évidemment que ça lui ressemble, au contraire, c'est ce qu'il a dit depuis toujours. Il nous le répète depuis 40 ans. Donc c'est au contraire tout à fait ce qu'est Jean-Marie Le Pen. Donc elle a hésité, puis après elle a fait monter quelques partisans qui ont laissé croire que Jean-Marie Le Pen, au fond, était sénile. C'est ce qu'il fait. Un vieux monsieur qui maîtrisait plus sa parole. Donc elle a du mal à gérer cette affaire qui est effectivement, parce qu'elle a raison, politiquement assez dangereuse. Parce que ça doit être affectivement douloureux aussi. C'est effectivement douloureux. Et c'est de la pleurniche, mais c'est dans une affaire de famille. C'est à la fois son père et c'est le fondateur du Front National. Ouais. Donc il y a un double problème, si vous voulez. Elle doit écarter celui qui a quand même fait le Front National et qui par ailleurs est son père. Mais est-ce qu'il est concevable qu'il soit exclu ce soir? Est-ce que c'est possible à la fois? Moi, ça me paraît très, très maladroit. Je ne crois pas. On va voir. Mais parce qu'on est arrivé à un stade de rapport de force. Valérie Gounet. Non, selon moi, c'est impossible qu'il soit exclu, pour plusieurs raisons. On ne peut pas exclure Jean-Marie Le Pen du Front National. Comme vous disiez tout à l'heure, il a cofondé le parti, c'est quand même, il faut le rappeler, ce n'est pas le fondateur, c'est une personne qui a, c'est vrai, comme vous le dites, rassemblé différentes mouvances d'extrême droite avec un parti, avec un groupuscule qui s'appelle quand même Ordre Nouveau. Et c'est vrai que, selon moi, c'est pas possible parce que le Front National est quand même une entreprise familiale qui est fondée sur un prénom aussi, Jean-Marie, et un nom évidemment Le Pen.
Mais je voudrais quand même revenir sur... Juste Valérie Goulet, une chose, tous les partis changent et ont changé, historiquement, ont évolué. Et je dirais, pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que celui-là aussi soit tout simplement en train de faire sa mue pour les raisons qui ont été exprimées par Pascal Perrineau il y a quelques instants. Votre avis là-dessus? Il ne fait pas sa mue, il continue. Et c'est vraiment il faut insister là-dessus. Le Front National de Marine Le Pen et la continuité du Front National de Jean-Marie Le Pen. Mais justement, tout à l'heure, vous développez... Ça veut dire que c'est la même chose? C'est sensiblement la même chose. Évidemment, comme vous dites, quand le Front National apparaît sur la scène politique en octobre 72, aujourd'hui, il est évident qu'il défend certaines idées qui ne sont pas les mêmes qu'en 72. Oui. Il a évolué. Mais sur les points fondamentaux, sur le programme, c'est la même chose. Il y a des substitutions langagières, priorité nationale, des choses comme ça, mais le programme reste le même. Par contre... C'est vrai que directement après le congrès de Tours, Marine Le Pen et ses cadres se sont émancipés de l'antisémitisme. Ça, c'est vrai. Officiellement, l'antisémitisme n'est plus un marqueur idéologique du Front National. Là, vous êtes en train de me répondre. Alors, c'est intéressant, mais dites-moi si je caricature pas votre pensée, à l'envers, en me disant, finalement, le Front National n'a changé sur rien, sauf sur l'antisémitisme de ses principaux cadres et de ses dirigeants. Alors, je vais me permettre de dire que vous caricaturez. Alors, je me suis mal exprimée ou... Non, mais je pousse un peu plus loin pour voir. Parce que justement, ce dont on parle aujourd'hui, ce sont les pseudo-dérapages de Jean-Marie Le Pen qui revient sur l'antisémitisme qui a été un marqueur pendant 40 ans du Front National. Sur ce point, sur cet aspect, c'est vrai que le Front National s'engage à changer. Mais c'est logique. Moi, je sais que j'ai rencontré Louis Alliot plusieurs fois. Et il dit bien c'est un verrou idéologique qu'il faut faire sauter. On ne peut pas aujourd'hui être un parti qui se prétend vouloir devenir un parti de gouvernement et être antisémite. Donc sur cet aspect, officiellement, le Front National a changé. Mais sur d'autres aspects, il reste le même. Moi, je vais être en désaccord avec à peu près tous les participants à cette table. Qui sont des spécialistes du Front National. D'abord, je ne crois pas que Marine Le Pen ait loupé son 1er mai. Elle a loupé son 1er mai médiatiquement, mais sincèrement, je pense que les adhérents ou les sympathisants du Front National, ils n'ont aucune sympathie pour les Femen, et le fait qu'elles aient été dégagées de façon musclée d'un hôtel, je ne crois pas que ça émeuve beaucoup de Français qui sont prêts... Sauf que c'est ce qu'il y a de plus anecdotique dans ce qu'on a vécu pendant le week-end. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est là où je suis un peu en désaccord avec vous, le Front National d'aujourd'hui, pour moi, n'a plus rien à voir avec le Front National précédent. Sur le plan, sur les fondements même de son existence. Pourquoi ? Le Front National Ordre Nouveau de 1972... Au passage, d'ailleurs, il y avait un certain Georges Bidault qui était là à la constitution de ce parti. Non, mais attendez, c'est quand même... Je souris parce que Georges Bidault... Il n'est pas resté longtemps, hein. Ouais. Mais il a participé à la constitution de tout ça. Vous nous rappelez en 2 mots qui... Georges Bidault, c'était le patron du MRP, voilà. qui a viré dans les années 60 parce qu'il était foncièrement pour l'Algérie française. Et donc il s'est opposé au général de Gaulle. Il avait quand même succédé à Jean Moulin, quand même, il faut le dire, Georges Bidault. Mais enfin bon, le Front National de l'époque, c'était des nostalgiques du maréchal, c'était des nostalgiques de l'Algérie française, etc. Pourquoi les gens aujourd'hui adhèrent au Front National ? Pas du tout pour ces raisons-là, mais absolument pas pour ça, même pas pour des relents d'antisémitisme. Ils adhèrent au Front National parce que le Front National est synonyme de rejet de tout le personnel politique qui existe aujourd'hui, et il est synonyme d'ordre et de protection. Ce que n'est pas le Front National du Père, puisque le Front National du Père est plutôt libéral, là où Marine Le Pen est plutôt étatiste et interventionniste sur le plan économique. Donc pour moi, il y a beaucoup de... le rejet des immigrés est quand même une grande constante. Il est là. Et je dirais même que l'anti-islam a remplacé l'antisémitisme. Mais je ne crois pas du tout que l'épisode qu'on vit aujourd'hui soit un mauvais épisode pour Marine Le Pen. Je dirais pourquoi. Alors, il ne se sera pas laissé exécuter par le bureau du même nom. Jean-Marie Le Pen a ignoré la convocation qui lui était faite, une sorte de bras d'honneur à l'instance qualifiée pour prendre des sanctions disciplinaires à son encontre. Après avoir participé au bureau politique de ce matin, le fondateur du Front National a notamment expliqué qu'il continuerait, quoi qu'il arrive, de s'exprimer en son nom. Sarah Sisman, David Lemarchand et Lise Barcellini. Comme une ultime provocation, sa voiture quitte le siège du FN quelques heures avant le début du bureau exécutif. Jean-Marie Le Pen choisit de ne pas assister au conseil de discipline, convoqué pour lui. Vous avez été exécuté ? Ah non, j'étais désavoué. Est-ce
Est-ce que vous êtes toujours président d'honneur du Front National? Sûr. C'est le Congrès qui m'a nommé. Le président fondateur du Front National estime que c'est contraire à sa dignité de se présenter devant une assemblée, comment dirais-je, disciplinaire, alors qu'il s'estime parfaitement innocent. Une sortie théâtrale pour un Jean-Marie Le Pen dont le sort n'est alors pas encore scellé. Comment vous vous sentez, monsieur Le Pen? Pourquoi vous quittez le bureau? Pourquoi je quitte? Il y a un moment, ça se termine quand même. Blâme, exclusion ou perte de son titre de président d'honneur, autant d'options sur la table du bureau exécutif. La question, c'est est-ce qu'il peut continuer à parler au nom du Front National? Et votre réponse est? Moi, ma réponse est non. Je pense qu'il ne doit plus pouvoir parler au nom du Front National. Car les propos qu'il tient sont précisément, comme j'ai eu l'occasion de le dire, totalement contraires à la ligne politique du Front National, totalement contraires au statut du Front National. Inadmissible selon Marine Le Pen, cette interview parue dans le journal d'extrême droite Rivarol, dans laquelle Jean-Marie Le Pen réhabilite Pétain. Quelques jours plus tôt, il réitérait à la télévision ses propos sur les chambres à gaz nazies, détail de l'histoire. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ce soit la guerre qui soit un détail de vous des chambres à maintenez gaz. ces propos. Des dérapages à répétition qui divisent le Front National. Je pense qu'aujourd'hui, en raison de ces graves dérapages, il ne peut plus incarner ni la ligne politique, stratégique du mouvement. Moi, je suis venu rappeler à Marine et aux membres du bureau politique et du bureau exécutif qu'il n'y a qu'une seule ligne politique au Front National et qu'il n'y a qu'un seul leader, c'est Marine Le Pen. Je pense qu'il faut apaiser tout cela. Ces querelles politiques et familiales n'ont pas lieu d'être. Je crois qu'elles sont largement basées sur des malentendus, qu'à partir du moment où Jean-Marie Le Pen a fait un certain nombre de concessions en retirant sa candidature, si Marine souhaite que sa parole n'engage plus le Front National, il se contentera très bien de parler à titre personnel. Et Jean-Marie Le Pen ne semble pas prêt de faire vœu de silence. Jeanne, au secours! Un appel à l'aide en marge du traditionnel défilé du 1er mai, quelques jours après des révélations gênantes. Selon Mediapart, la justice enquête sur un ancien compte caché en Suisse qui aurait contenu 2 200 000 €. Un compte ouvert via un montage financier placé sous la responsabilité légale de Gérald Gérin, homme de confiance et majordome de Jean-Marie Le Pen. On a du mal à imaginer que Jean-Marie Le Pen ne soit pas au courant du trust de son majordome. Et tout ça dans un contexte où il y a déjà une enquête en cours sur le patrimoine de Jean-Marie Le Pen qui a été ouverte fin 2013. Les enquêteurs sont en train d'éplucher les biens immobiliers de Jean-Marie Le Pen, son patrimoine. Il y a déjà eu des interrogations depuis 30 ans sur l'évaluation réelle de sa fortune. Aujourd'hui, on a l'impression que les frontières pour le Front National doivent être fermées, sauf pour l'argent. Peu probable à l'avenir de revoir ce genre d'effusion de bons sentiments. J'ai été son tuteur, mais elle a pas ses larmes. Entre la fille ambitieuse et le père devenu encombrant. Alors, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut revenir. La première est une question de téléspectateur qui est la suivante. S'il est exclu, Jean-Marie Le Pen sera-t-il encore plus virulent? Non, je ne crois pas. Il continuera à être ce qu'il est. Ce qu'il est depuis 1972. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui a changé, c'est Marine Le Pen. Les propos tenus par Jean-Marie Le Pen pendant les 40 dernières années, du moins lorsque, en effet, Marine Le Pen avait atteint l'âge de la maturité, ne choquaient pas Marine Le Pen. Elle n'avait pas décidé de porter le fer de la manière dont elle porte le fer aujourd'hui. Donc c'est la présidente du Front National qui a changé, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen. Donc Jean-Marie Le Pen, dans l'appareil ou en dehors, continuera à être le même. Donc quoi qu'il arrive, il prendra la parole si on lui tend des micros. Et donc nous, médias, on a un rôle très important là-dedans. Hein. Oui, mais, enfin nous, on fait ce qu'on veut, heureusement. Oui, mais donc, si on a envie... c'est justement ce à quoi je... Si on a envie de l'interviewer, on l'interviewera. Mais quand on dit on va le priver de parole, enfin c'est ce qu'on entend ici ou là à l'intérieur du Front National, je ne vois pas très bien comment ils peuvent le priver de parole. Qui ne parle plus au nom du Front National, comme vous l'avez dit, il est quand même je dirais aujourd'hui, des incarnations du Front National. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Il continuera à avoir sa liberté de parole. Il continuera à dire exactement les mêmes choses
que ce qu'il dit depuis 40, 50 ans. Ça, c'est manifeste, parce qu'en fait, il l'a dit depuis plus de 40 ans, il l'a dit depuis 1954, donc même avant. Mais il dira exactement les mêmes choses. Alors pourquoi Marine Le Pen, aujourd'hui, décide de couper le cordon ombilical, si on peut parler ainsi? C'est parce qu'avant, elle n'avait pas le pouvoir. Aujourd'hui, elle est présidente du Front National. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'elle est présidente, 2 ans qu'elle est présidente, donc elle peut le faire. Quand lui était président, elle était obligée d'être derrière lui. Mais on sentait déjà à cette époque-là qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne partageait pas avec son père. Donc Jean-Marie Le Pen va continuer son bonhomme de chemin, ça c'est évident. Raphaël Baquet. Enfin, sauf qu'elle a une double chance, Marine Le Pen. D'abord, Jean-Marie Le Pen ne sera plus candidat, hein, donc ça lui enlève quand même une tribune, même si on peut lui tendre les micros, on peut l'interviewer. Puis elle a une chance, c'est l'âge de Jean-Marie Le Pen. Donc, je ne veux pas être trivial, mais il est âgé. Donc, effectivement, il la gêne beaucoup moins. Et à partir du moment où il n'est même plus candidat, puisqu'il a finalement décidé, assez largement poussé, de ne pas être candidat au régional, il perd quand même une tribune. Et même d'une certaine façon une certaine légitimité à intervenir dans l'actualité, si vous voulez. Donc voilà. Mais il ne va pas se gêner pour parler, parce que d'abord il l'a toujours fait. C'est plus un témoin qu'un acteur aujourd'hui. Valérie Gounet. Moi, je pense qu'il faut insister aussi sur ce patronyme Le Pen. Je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen, mais je suis quasiment persuadée qu'elle pense à sa sœur, Marie-Caroline Le Pen, qui avait décidé de partir avec un dissident, on va dire, au moment de la scission en 98, de suivre Bruno Maigret. Oui. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu aucun contact entre le père et la fille, qui est Marie-Caroline Le Pen, qui devait, dans la logique des choses, prendre la place de Marine Le Pen, en tout cas, hein, puisque c'était une femme politique qui avait de l'ambition politique. Sauf que Marine Le Pen, aujourd'hui, est présidente, ce qui n'était pas Marine Le Pen. D'accord, mais on a bien conscience que si demain Jean-Marie Le Pen est exclu, ce qui selon moi n'est pas possible, il ne verrait plus sa fille, certainement, donc sa deuxième fille, Marine Le Pen, et qu'il y aurait quand même des soucis par rapport à ça. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que Marion Maréchal Le Pen, là, est très en retrait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris position. Hein. Enfin, elle a d'abord, la première fois, elle a été sur la ligne de sa tante, ce qui est rare, hein, puisqu'elle représentait au contraire la continuité avec Jean-Marie Le Pen, antisémitisme excepté. Mais là, elle est en retrait. Elle s'abstient de prendre position. Par exemple, elle ne soutient pas son grand-père. Et parce que je pense que pour tout le monde, tout ce qui est en train de se passer est quand même psychologiquement, politiquement et même affectivement rude. Enfin, c'est un entremêlement de plusieurs... Il y a un entremêlement de tas de choses, sans compter les histoires de comptes en Suisse. Même au-delà, dans un parti, ça serait, si jamais il était exclu, et ça serait une nouveauté, mais on n'a jamais vu ça. Imaginez le Parti communiste exclure Maurice Thorez, le RPR exclure Jacques Chirac, le PS exclure François Mitterrand. Enfin, ça crée forcément un petit tremblement de terre. Hein. Et si je puis me permettre, aucun de ceux que vous venez de citer ne tenait les propos de Jean-Marie Le Pen. Non, mais bien sûr. Voilà. Mais Maurice Thorez... Excusez-moi, mais c'est toute la différence, elle est là quand même. Attendez, Maurice Thorez tenait des propos sur le soutien, en effet, au régime stalinien, qui étaient des propos que certains démocrates pouvaient considérer comme un peu déplacés. Oui, en tout cas, même comme choquants. Voilà, comme choquant. Voilà. Donc, mais tout ça est bien vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, j'écoutais attentivement la présidente du Front National. Oui. Et au fond, vous savez, toute la première partie de son discours, c'est sur la France, les traditions, la transmission. Hein. Et elle dit à un moment, aimer la France, c'est aimer son histoire. C'est en accepter les paradoxes et les permanences. Le moins qu'on puisse dire, c'est ce qui est bon pour la France n'est pas bon pour le Front National, si on reprend ces propos de Marine Le Pen. Parce qu'au fond, le Front National, c'est une histoire, une longue histoire de 50 ans. Et quand elle a pris la présidence, elle a dit qu'elle l'assumait. Et qu'elle l'assumait. Et elle n'en accepte plus les paradoxes et les permanences, qui sont, ces paradoxes et ces permanences sont incarnés par son père. Alors pourquoi ? Moi, je crois qu'il faut... C'est très récent, l'événement. C'est le deuxième tour des départementales. Oui. Le premier tour des départementales, c'est Embrassez-nous, Folleville. C'était extraordinaire, une dynamique incroyable du Front National. Et puis, au second tour, alors qu'ils étaient dans de nombreux cantons tout proches de la victoire, ils n'arrivent pas à transformer l'essai, sauf dans une trentaine de cantons. C'est-à-dire dans 1,5% des cantons qui étaient renouvelés ce jour-là. Oui. Là, ça les a interrogés. Parce qu'ils se sont dit, en effet... Et on a beau faire 25, flirter presque avec les 30%, pour passer à 50, on n'y arrive pas.
Et donc là, il y a certainement, chez certains, Florian Philippot, d'autres, peut-être une partie de Marine Le Pen, l'idée de dire, voilà, maintenant il faut absolument accélérer l'aggiornamento. Vous voulez dire que le second tour des élections départementales a, selon vous, historiquement, en fait, été une sorte de réveil pour ce que nous appelons, nous, ce soir, la stratégie bleu marine. C'est décidément, on s'en sort pas. On n'y arrive pas. Et il faut absolument qu'on bascule vers ce qu'on a appelé la dédiabolisation, voilà. Et un discours politique, on va dire, correct. Mais la dédiabolisation, si vous voulez, elle est menée, à mon avis, si je peux me permettre, de manière, je trouve, un peu chaotique. Oui. Raphaël y insistait tout à l'heure. Il y a des allers-retours. Un peu maladroite, il y a des allers-retours, on ne voit pas très bien le cap. Il y a eu, par exemple, prenons en Italie, à un moment, le parti qui était le MSI, qui était un parti néofasciste, décide en 1995 de couper avec son passé. Congrès de Fiuggi, 1995. Et ils le font, grand débat. Ils disent quoi, voilà. Alors, pardonnez-moi, déjà pour nos téléspectateurs, un parti néofasciste, ça veut dire quoi? Ils rompent avec le fascisme. L'idée de parti unique, de régime autoritaire. Ils rompent avec l'antisémitisme, de manière claire. Ils rompent donc avec toutes les références sur lesquelles ils s'étaient fondés, ce MSI, après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, ça va devenir un grand parti conservateur de droite, qui ensuite, d'ailleurs, va s'associer avec d'autres formations de droite. Et Gianfranco Fini a été un grand ministre des Affaires étrangères de Silvio Berlusconi, par exemple. Donc là, vous voyez, c'est une mutation, bien sûr, qu'ils peuvent muter. Mais c'est une mutation, j'allais dire, ordonnée, pensée, avec un grand leader qui emmène le mouvement. Là, on n'a pas du tout l'impression que ça soit ça. C'est ce qu'on entend dans les propos de Steve Briouat tout à l'heure, qui dit, en gros, là, c'est plus possible, il faut qu'on passe à autre chose. Je crois pas ça. Moi, je crois que dans la tête de Marine Le Pen, pour en avoir parlé d'ailleurs avec elle et avec d'autres, je crois qu'elle attendait le moment idoine pour passer à l'acte. Le moment est idoine. Pourquoi aujourd'hui? Parce que lui a dit des choses qu'il a répétées et qui peuvent effectivement être gênantes pour l'avenir du Front National. On est encore pas pour une partie de ses militants. On est encore à 8 mois, oui, mais enfin, je suis curieux de voir les sondages. Vous allez voir. On est à 8 mois des régionales, on est à 2 ans des élections présidentielles. De l'élection présidentielle, il faut mieux que ça se passe maintenant que dans une séquence juste avant des élections. Pour elle, c'est important. Deuxièmement, et je crois que Pascal a raison, sur l'aggiornamento, il est effectivement par rapport aux idées, à certaines idées que profère M. Le Pen, mais aussi, et c'est là où ils sont apparemment assez inquiets au Front National, c'est sur le programme économique du Front National, qui est un programme économique qui n'a pas l'heure de plaire à une partie de l'électorat de droite, et notamment de l'électorat UMP, qui trouve effectivement, comme le disait François Hollande, que ce programme ressemble un peu trop au programme commun ou au Parti communiste des années 70. Donc, elle le sait tout ça. Et elle sait que pour franchir un cap, il faut qu'elle se débarrasse, des vieilles idées, des relents antisémites et tout ça de son père, et deux, qu'elle fasse beaucoup de pédagogie sur l'économie pour essayer de progresser. Alors justement, revenons maintenant sur le 1er mai quelque peu agité de Marine Le Pen, entre l'apparition impromptue de son père sur scène et celle des Femen seins nus au balcon. Elle aura tout de même réussi à dérouler une sorte de discours-programme du Front National pur jus pour l'essentiel, immigration, tolérance zéro pour le communautarisme, dénonciation de l'euro, mais, comme vous l'évoquiez, défense des petits retraités et des fonctionnaires. Une Marine Le Pen qui tape allègrement sur Nicolas Sarkozy et sur le gouvernement. Reportage de Fabrice Hauss, David Lemarchand et Stéphane Lopez. Compliqué la grande fête du FN, sous les caméras en direct des chaînes d'info. Il y a eu d'abord l'irruption sur scène de Jean-Marie Le Pen, en quête d'ovation. Puis le désormais fameux balcon des Femen et leur sortie violente par le service d'ordre du Front National. Bref, 15 minutes de retard au moins et une Marine Le Pen décontenancée. Je crois que certaines vont être obligées d'aller se rhabiller. La présidente du Front a ensuite déroulé un long discours-programme, une parole radicale qui vise d'abord, comme de coutume, l'immigration. Apprentis sorciers, qui ont laissé une immigration massive s'installer en France, alors que nous savions qu'il n'était même plus envisageable d'assimiler des immigrés en aussi grand nombre. Inconscients, qui dans le même temps s'acharnent à inculquer aux enfants de l'immigration la haine de la France, le mépris de ses valeurs et de son histoire. Ils ont nourri de manière artificielle un sentiment de revanche
et même de vengeance, en ressassant inlassablement leur vision déformée de notre passé. Nicolas Sarkozy lui-même a ainsi finalement considéré que le thème de l'identité nationale qu'il avait soulevé était une erreur. Et pour cause, sa politique, comme celle de François Hollande, n'a eu pour seul effet précisément que de détruire cette identité nationale. Il faut rétablir des frontières et donc arrêter la libre circulation. La France a le droit de savoir qui est sur son territoire. Il faut arrêter l'immigration. L'autre axe du discours, l'autre cible traditionnelle, c'est l'Union européenne. L'euro n'est pas adapté à notre économie, l'euro nous plombe, l'euro détruit des emplois, mais qu'à cela ne tienne. Maintenant, ils le savent et même ils le disent. Il en aura fallu du temps pour qu'ils admettent l'échec total de l'euro. Mais nous y sommes maintenant. L'Union européenne, elle ordonne aussi qu'on applique des politiques d'austérité. Dès que le gouvernement présente une feuille de route à Bruxelles, Bruxelles demande de nouvelles coupes budgétaires et le gouvernement s'exécute. L'Europe, elle ordonne encore que l'on saccage les services publics. Au nom de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, il faut privatiser à tout va. Bon, en réalité, on privatise les profits, mais pas les pertes. Et au bout, ce sont les usagers qui trinquent. Après les autoroutes, après le gaz, l'électricité, après France Télécom, on veut privatiser la SNCF. C'est peut-être le fait marquant du discours, la fibre sociale. Marine Le Pen emprunte à la gauche, cite Jean Jaurès et vante les services publics. Héroïque aussi, ces fonctionnaires qui croient encore en l'État et qui, du personnel pénitentiaire au guichetier de nos administrations, en passant par les professeurs ou le personnel de santé, sont confrontés quotidiennement à l'agressivité, aux revendications de ce que le système traite avec complaisance, alors que des millions de Français ne reçoivent plus le service au public et la solidarité auquel ils devraient avoir droit. Solidarité sociale, défense du pouvoir d'achat, des retraites, sanctuarisation d'une France délivrée de la tutelle européenne. Pendant 1 heure, Marine Le Pen a expliqué avoir eu raison sur tout, absolument tout, avant de conclure. La nation nous attend. Hormis les aspects socio-politiques socio-économiques que vous souleviez tout à l'heure, c'est du Front National extrêmement classique, là, que je viens d'entendre, on est d'accord? Pas avec le même vocabulaire. Il est là, le truc. Ah, alors. Eh oui, parce que Jean-Marie Le Pen, c'est mon analyse, je pense qu'il avait un vocabulaire qui était un peu trop compliqué pour une grande partie d'une population qui était une population modeste, qui ne participait pas justement à la mondialisation et avec des références culturelles qui n'étaient pas comprises de tout le monde. C'est là la grande force de Marine Le Pen pour moi, c'est que Marine Le Pen est accessible, elle parle clair à tout le monde et elle n'est pas toujours dans des références historiques. La grande différence, il faut quand même le dire, elle veut le pouvoir, il ne le voulait pas. Lui, il jouait, c'était un tribun qui faisait le bouffon sur scène. Elle n'est pas du tout dans cette posture-là. Elle veut le pouvoir et c'est une mécanique qui est en marche. C'est la grande différence avec son père, me semble-t-il. Ce qui fait qu'elle ne part pas dans des digressions. Elle va tout de suite au but. Mais je crois que surtout son père n'avait qu'une seule vraie thématique, au fond. Hein. C'était la thématique anti-immigrée. Tandis qu'elle, effectivement, comme elle veut le pouvoir, elle a élargi son spectre et elle s'est mise effectivement à s'intéresser à l'économie et au social. C'est le point le plus compliqué pour elle, parce que d'abord, elle a rompu avec la vision économique du Front National traditionnel, qui était plus libérale, et là, elle est devenue, au contraire, quasi chevènementiste, si vous voulez, donc, et très anti-européenne, ce qui a toujours été le Front National. Mais, donc là, c'est plus difficile, et d'ailleurs, elle va quand même être obligée de changer les choses là-dessus, même sur la thématique de la sortie de l'euro, qui fait peur aussi. Il y a une partie de l'électorat de droite qui pourrait éventuellement voter pour elle. Et ça va être sa complication. Alors, je crois qu'en effet, le style est moins flamboyant. Mais cependant, il y a de grandes permanences. Hein. Vous prenez le thème de l'eurodictature, ce sont ces termes, les rantanplans de la géopolitique. On croit entendre, mais en direct, Jean-Marie Le Pen. Et d'autre part, la manière dont est organisé ce discours. Une ode à la nation protectrice, la nation en dehors de laquelle il n'y a pas d'avenir. Jean-Marie Le Pen nous avait beaucoup habitués à cette ode nationale, même si en effet c'est moins encombré, génération oblige, de références historiques qu'avec la génération de son père, qui là-dessus avait une tessiture, une épaisseur historique que n'a pas
sa fille, mais c'est un phénomène de génération. Ensuite, il y a toute la thématique anti-européenne. Son père tenait exactement les mêmes propos. Et sur l'immigration, la dénonciation de l'immigration massive, débordante, qui vient de partout, ça, c'est un troisième thème. Alors, en effet, il y a l'économique et le social sur lequel elle fait entendre un champ différent, même si ça n'a pas commencé avec elle. Ça avait commencé avant 2012, cette évolution du Front National vers un discours plus social, plus étatiste. Simplement, maintenant, là-dessus, elle est libérée. Mais s'adresse-t-elle à l'électorat de droite qu'elle guigne? Non. Parce que quand elle parle de Jaurès, des fonctionnaires, de l'État qui doit éventuellement renationaliser certaines entreprises, vous croyez que ça va plaire aux électeurs de l'UMP-UDI? Moi, personnellement, je ne le crois pas du tout. Ce sont des figures qui s'adressent beaucoup plus à la gauche. Donc elle fait du Le Pen, sauf quand elle fait du Mélenchon. Voilà, elle fait du Le Pen, sauf, oui, au fond, c'est un peu ça la solution de sa thèse. Et en fait, si son objectif, c'était de casser la droite et de casser l'électorat de droite, elle a encore énormément de travail à faire. Parce que le discours qu'elle tient au plan économique et social, et le discours qu'elle tient sur l'euro et l'Europe, là, elle est en complète contradiction avec l'électorat UMP et l'électorat UDI. Je crois même qu'elle fait du maigrettisme, il ne faut pas l'oublier. Elle reprend. Alors moi, je suis totalement d'accord avec vous. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend le discours de Bruno Maigret. Il ne faut pas l'oublier. Elle refait la même chose. Alors moi, je suis vraiment pas d'accord sur un point aussi. C'est quand on dit que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas le pouvoir, je trouve ça très facile. Parce qu'il y a Jean-Marie Le Pen, avec le comportement qu'il a eu et l'homme politique qu'il est, mais il y a tous les hommes au sein du parti du Front National, on va dire du Front National de Jean-Marie Le Pen, les bâtisseurs du parti qui, eux, voulaient le pouvoir. Je parle de Bruno Maigret, mais je parle de tous ces cadres et ces idéologues qui se sont battus, qui ont construit une charpente politique, un programme politique. C'est pour ça qu'ils se sont séparés, d'ailleurs. Tout à fait, mais eux voulaient le pouvoir. Il y a un président du Front National qui a eu une optique du pouvoir qui a très très vite changé. Les 10 premières années du Front National, Jean-Marie Le Pen travaillait à ça, mais c'était un tout petit groupe politique. Mais beaucoup d'hommes voulaient le pouvoir autour de Jean-Marie Le Pen et ont eu un combat politique dans cette perspective. En tout cas, il y a quelqu'un qui prend très au sérieux et ce discours et ce qui se passe actuellement au Front National, c'est le Premier ministre Manuel Valls, qui estime qu'il y a un accord en fait plein et entier sur les idées du père et de la fille. Et on va écouter le chef de gouvernement qui s'est exprimé il y a un peu moins d'une heure à ce sujet. Il n'y a pas de place dans notre pays, et je veux le rappeler aussi à mes concitoyens, pour l'invective, pour la violence, pour une France qui ne correspond pas à ce qu'est son histoire et ses valeurs. Ce que nous avons vu le 1er mai dernier, la violence d'un service d'ordre, les invectives et les violences à l'égard de la presse, mais surtout dans le discours de Madame Le Pen, un discours rance, un discours qui tourne le dos à l'avenir, qui tourne le dos aux valeurs de la République, tout simplement. Car c'est ce discours qu'il faut retenir parfois plus que le choc des images. C'est un discours qui montre que le Front National n'a en rien changé. S'il y a un désaccord sur la stratégie électorale, il y a un accord plein et entier sur le fond, sur les idées et sur les thèses les plus nauséabondes. Je voudrais rappeler qu'au cours de la campagne des départementales, des dizaines de candidats du Front National ont tenu des propos antisémites, racistes, homophobes, sexistes, et qu'eux, ils ne sont pas sanctionnés. C'est ça, le Front National. Et il faut qu'on déchire une fois pour toutes le masque de cette réalité. Moi, je n'ai jamais entendu un Premier ministre intervenir de façon aussi forte et brutale après le discours du Front National, enfin les prises de parole du Front National le 1er mai. Alors, est-ce qu'il a raison de le faire? Je dirais de son point de vue. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il donne de l'ampleur et de l'écho? Parce que là, je vois qu'on avait une question qui était tout ce tapage politico-médiatique ne renforce-t-il pas le FN? Donc je pense qu'il faut l'intégrer à la réaction du Premier ministre. En même temps, il prend ça très au sérieux, le Premier ministre, et il nous dit non, mais attendez, sur le fond des idées, c'est la même chose. Le père et la fille. Alors, indépendamment de il monte au front. du credo qui est le sien, qu'il a développé tout au long de la campagne des départementales, où la gauche a beaucoup de mal à se rassembler sur certaines mesures. Donc voilà, on se pose en s'opposant. Il y a tout de même beaucoup ça dans la posture du Premier ministre. Mais il y a aussi derrière, moi je crois, l'objectif 2017. L'objectif 2017, c'est de faire en sorte, le seul moyen
pour que la gauche retrouve éventuellement un espoir en 2017, c'est d'être opposé dans un second tour à Marine Le Pen. Ça veut dire qu'il faut chanter le troisième. Et ça me fait penser, vous savez, dans les années 60, très souvent les gaullistes disaient entre les gaullistes et les communistes, il n'y a rien. Hein, et en fait, derrière le discours de Manuel Valls, il y a un peu de ça. Au fond, entre nous, la gauche, les socialistes et le Front National, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a l'UMP. Mais enfin, voilà. Il y a certainement un souci, il y a un credo de valeurs qui sont les valeurs du Premier ministre, mais il y a aussi un souci, on le voit bien, tactique à l'horizon de 2017 qui est assez évident. Donc vous le trouvez tacticien? Oui, je le trouve très Même s'il défend des valeurs dont on peut imaginer qu'elles sont effectivement les siennes et qu'il les défend de longue date. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il nous dit? J'arrive, Valérie Gounet. Moi, je pense que si on décrypte les paroles de Manuel Valls, il a tort sur le fond, parce que ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Ces personnes dont il parle, elles vont être sanctionnées. Le Front National, justement, s'engage à le faire officiellement et va le dire haut et fort qu'il va les sanctionner à la fin du mois. Vous avez raison. Et c'est vrai qu'évidemment que ces adhérents, ces personnes qui votent Front National, évidemment que le racisme est un liant pour l'électorat du Front National. Mais il n'y a plus que ça. Je crois que cette façon de combattre le Front National n'est peut-être pas la meilleure façon. En tout cas, cette empathie, ça a été toujours la même avec la gauche quand même. Elle a évolué, elle a régressé, mais on est toujours dans le même combat sur l'anti-Front National. Pourquoi pas combattre un parti en exposant réellement ce qu'est ce Front National d'aujourd'hui et le combattre sur des points, sur des idées? Moi, je pense vraiment que c'est... Et c'est quand même très particulier. Je vous rappelle qu'il vient de prendre la parole il y a quand même quelques minutes. Le bureau exécutif du Front National n'est pas terminé. Et en fait, le Premier ministre est acteur d'un phénomène de politique intérieure. Alors, je crois que personne ne doute qu'ils soient en accord avec ses valeurs. Mais on a un aspect tacticien. Et ensuite, on a un aspect qui est peut-être pas le plus à propos, en tout cas, dans la méthode employée pour combattre les idées, si je puis dire, dans ce que nous dit Valérie Gounet. Moi, je suis assez d'accord avec Valérie Gounet. Je pense qu'il a tort, là, pour le coup. Il a tort, alors je suis d'accord qu'il y a un côté épidermique chez lui, parce qu'on ne peut pas lui retirer le fait qu'il soit très attaché à la République, il le dit souvent, tous ses discours sont charpentés autour de ça, mais il y a probablement aussi un côté tactique. L'adversaire, ou l'ennemi même, c'est pas l'UMP, c'est le Front National. Ce en quoi d'ailleurs il n'a peut-être pas tort, sur le plan électoral. Ça c'est la première des choses. Mais il leur donne une importance, il les fait évidemment grimper en faisant ça. Mais tout ce qui se dit sur le Front National fait grimper le Front National. Ça, c'est mon point de vue. Je suis absolument... je suis effaré de voir tout ce que j'entends. Le Front National est dans une dynamique actuellement qui est porteuse, et qui n'est pas terminée. Mais là où il faudrait attaquer le Front National, c'est que le Front National fait son fonds de commerce en disant, vous voyez le système UMPS, eux, c'est le système. Nous, on est anti-système. On n'est pas le système. Ils sont en plein dans le système. Ils sont exactement comme les autres partis. C'est-à-dire qu'il y a les fâcheries internes, il y a des désaccords internes. Ils le sont sur tous les médias comme exactement les autres partis. Ils ne sont pas hors système. Ils sont dans le système. Or, une partie de leur popularité, ils la bâtissent sur le fait qu'ils seraient rejetés du système, alors qu'ils font exactement comme les autres. Alors, est-ce que ces propos peuvent être entendus quand la veille, et c'est ça ce qui renforce le Front National depuis des années, et le discours de Jean-Marie Le Pen puis de Marine Le Pen, quand la veille, il y a 4000 migrants qui ont été arrêtés en passant d'un côté de la Méditerranée pour venir vers l'Europe, et c'est en fait très souvent ce qui inquiète les Français aujourd'hui, et ce sur quoi joue et capitalise le Front National depuis très longtemps. Comment vous percevez ça? Je pense que l'équation, elle n'est pas facile à résoudre. Malheureusement, une équation qui est détestable à résoudre, enfin très compliquée à résoudre pour les autres partis. Et c'est vrai que tous ces mouvements migratoires, quand vous avez des électeurs qui ne comprennent pas toujours pourquoi, comment ça se passe, le fait que c'est pas parce qu'on va construire un mur que ça va s'arrêter, eh bien, pour Marine Le Pen, c'est évidemment, et elle en a fait une partie de son discours de vendredi, c'était toute la dernière partie, qui était extrêmement claire, nette là-dessus, zéro immigration. Qui peut dire zéro immigration? Elle se permet de dire zéro immigration, ce qui est évidemment impossible. Mais elle capitalise là-dessus, et c'est là-dessus qu'elle construit aussi une grande partie de sa popularité, parce que les gens entendent plus Marine Le Pen sur son discours, sur la défense d'une culture, d'un mode de vie, que sur l'économie et sur ses propositions économiques. Raphaël Bacquet.
Je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Je trouve que jusqu'ici, il y avait une espèce d'atonie, justement, des forces politiques face au Front National, où plus personne n'osait rien dire. Non, mais c'est vrai, on les laissait dérouler leur programme, lancer leur diatribe dans tous les médias. Sarkozy a battu une partie de sa campagne électorale. Nicolas Sarkozy est monté au créneau pendant les départementales, et je pense que ça l'a servi. Ça a servi Vous connaissez la réponse, c'est que maintenant on sait qu'ils sont dangereux pour la présidentielle, alors que jusqu'ici ils n'étaient pas considérés comme pouvant l'être. Moi je ne suis pas choquée que Nicolas Sarkozy ou Manuel Valls, c'est-à-dire deux leaders politiques, disent clairement, dénoncent le programme de Marine Le Pen et sa dangerosité. Je trouve que c'est normal et je trouve que c'est plutôt sain. Jusqu'ici, il y avait une espèce les gens étaient assommés par la montée du Front National. Maintenant, c'est le vrai combat. Et effectivement, en 2017, ça sera le combat. Donc, Manuel Valls se pose très clairement là-dessus. Et c'est à la fois un mélange tactique et un mélange de conviction. Je crois que je l'ai lu dans les colonnes du Figaro et peut-être aussi dans Le Monde. Nicolas Sarkozy a dit en gros exactement la même chose. Il a dit ces gens-là, en parlant du Front National, veulent notre mort et il va bien falloir les combattre. Enfin, c'est quand même le terme employé qui est assez puissant. Bien sûr. Tout à fait. Donc Manuel Valls le dit différemment, mais fait la même chose. Ce qui est marrant, si je peux, 2 secondes. Comme toujours, c'est le timing en politique qui est important, le moment qu'on choisit pour parler, et il n'est jamais dû au hasard, surtout quand on est un spécialiste de la communication politique, comme le Premier ministre. Le lendemain du 1er mai, tel qu'il s'est passé, c'est un bon timing. Cela dit, comme le dit Pascal, il y a de la tactique des deux côtés, c'est-à-dire que je pense que Nicolas Sarkozy pense que ça sera et veut que ça soit Marine Le Pen qui soit en face de lui au 2e tour en 2017 et François Hollande souhaite la même analyse. Valérie Gounet. Toute l'hypocrisie est là. Cette question, est-ce que parler du Front National fait monter le Front National, quoi? C'est une question qui existe depuis l'émergence politique et médiatique du FN au début des années 80. Je crois que c'est la façon dont on parle du Front National qui est importante. Évidemment, il faut parler du Front National comme on parle des autres partis, mais comment va-t-on en parler? Et c'est justement ce que Manuel Valls choisit de faire. Il en parle d'une certaine façon, d'autres en ont parlé avant lui, et je pense que c'est d'une autre manière qu'il faut aborder, d'une manière, on va dire, beaucoup plus rigoureuse et sans émotion. Cette émotion qu'il transmet, je pense que c'est pas la meilleure façon. Oui, c'est un sujet à très haute sensibilité, le Front National. C'est normal. Pas simplement d'ailleurs dans le domaine politique, les idées saturées d'émotions, dans le domaine des observateurs, des journalistes. C'est un sujet avec lequel c'est un sujet chaud. Avec les sujets chauds, on remplace souvent l'analyse par les ardeurs militantes, les jugements de valeur, les stéréotypes. Et il est difficile pour un Premier ministre, qui est aussi le chef de la majorité, il ne faut pas oublier, c'est le chef de la majorité. Alors en tant que Premier ministre, son discours peut être, oui, un peu choquant. En tant que chef de la majorité, on comprend mieux la nature de son discours, surtout à quelques semaines d'un congrès du Parti socialiste, où il faut qu'il fasse entendre sa propre musique. On a tout dit sur les propos du Premier ministre. Qu'il est encore de gauche, quoi, c'est ça. Voilà. Mais être anti-FN, il n'y a rien de mieux pour dire, tout de même, on est d'accord sur rien, au plan économique et social, mais là-dessus, on est de gauche. C'est, si vous voulez, un recyclage de la vieille rhétorique qui a été très importante dans l'histoire de la gauche, qui est l'antifascisme. Ce que j'essayais de vous dire, notamment, excusez-moi, sur la question cruciale, finalement, qui est celle de l'immigration, puisque c'est ce dont nous parle le Front National depuis 40 ans dans la vie politique française, plutôt que de surréagir, même si on peut tout à fait le comprendre, je dirais, dans le domaine de la morale et des valeurs. Peut-être qu'on attend du Premier ministre aujourd'hui qu'il prenne à contrario et qu'il contre-argumente vis-à-vis de Marine Le Pen ou du Front National en nous disant des choses sur la façon dont l'immigration, ça peut ou non s'organiser, quelles limites on peut lui fixer ou pas, et comment on peut développer une politique de l'immigration dans un pays. Excusez-moi, des tas de pays l'ont fait. L'UMP comme le PS se perdent dans des statistiques, plus personne ne les croit. Parce que les statistiques, on les manie comme on veut. Et je crois que les Français se rendent compte, enfin une partie des Français qui peuvent être attirés par le discours de Marine Le Pen, se rendent compte que de toute manière, tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils peuvent faire n'a aucun effet. Il est là le problème, si vous voulez. C'est quand on vous annonce régulièrement qu'il y a des morts dans la Méditerranée, qu'il y a des passages de migrants à la frontière de Vintimille, que Calais est un camp où il y a un monde fou qui veut passer en Angleterre. Je crois que là, les arguments ne portent pas. Et elle a une rhétorique qui est très simple en disant on ferme les portes, on ferme les frontières et on ne tolère plus personne. Et on enlève aussi, c'est ça.
qu'elle joue très fort là-dessus, c'est sur les prestations sociales. Dernier reportage de cette émission, et je vous donne la parole, consacré au procès politique de Jean-Marie Le Pen. Est-il au bout du compte une victoire pour la génération bleu marine? Celle de Florian Philippot, transformé en Saint-Just et en procureur de Jean-Marie Le Pen, dont il instruit le procès avec ardeur depuis 48 heures. Le vice-président du Front National rêve, lui, de dédiabolisation et de grandes victoires électorales, nous vous l'avons dit. La vieille garde le traite de pièce rapportée et lui préfère notamment Marion Maréchal Le Pen. Magali Lacrose, One Nguyen avec Barbara Steck et Yvan Bastio. Qui aurait pu soupçonner qu'au siège du Front National, on puisse trouver un véritable petit musée dédié au général? Le vice-président Florian Philippot collectionne d'ailleurs quasiment plus de portraits de Gaulle que ceux de sa présidente. Bon, alors ça, donc ce sont beaucoup de discours du général de Gaulle, voilà. Et ça m'a été offert par Jean-Marie Le Pen il y a 1 an et demi. Qui vous a fait des cadeaux? Oui. C'est un militant qui m'a offert ça. Et puis j'ai un autre portrait du général. Vous êtes un fan? Un fan, ça fait un peu Starac. Non, je suis un admirateur de l'homme et du parcours, oui. Voilà. Son parcours à lui bascule un certain 21 avril 2002. Il est au QG de Jean-Pierre Chevènement, déçu. Et puis il y a ces manifestations anti-Le Pen qu'il ne comprend pas. Le futur vice-président du Front National ne vote pas pour Jean-Marie Le Pen, il votera blanc. Pour sauter le pas, il lui fallait une rencontre. Elle a lieu 7 ans plus tard. Avec Marine Le Pen, c'est du sérieux. Il y a un courant qui passe tout de suite, c'est vrai, il y a un courant politique d'abord. On se retrouve exactement sur les mêmes convictions. Ça, c'est une évidence que nous partageons toujours aujourd'hui, 6 ans plus tard. Et puis un courant, on va dire, humain. Ça passe. Il y a des gens avec qui ça passe pas, il y a des gens avec qui ça passe. Voilà, ça a passé tout de suite. Ça passe un peu moins bien avec le père, qui voit d'un mauvais œil ce nouvel attelage. Et surtout l'ascension fulgurante d'un jeune gaulliste qui ne vient pas du sérail, qui ne fait pas partie de la famille, et qui en quelques années est devenu le bras droit de sa fille. Tout cela leur a valu quelques échanges violents par médias interposés. Je pense que M. Philippot joue un jeu personnel. Il vient de chez M. Chevènement. D'ailleurs, beaucoup des collaborateurs de Mme Le Pen viennent de milieux extérieurs au Front National et non pas pour le Front National, ni ceux qui l'ont fondé sont battus pour lui la considération élémentaire. 2 ans après leur rencontre, voilà Florian Philippot, directeur de campagne de Marine Le Pen, puis vice-président du Front National. Ensemble, ils veulent tout changer, dédiaboliser le parti pour en faire une machine à gagner. Si on fait venir que des gens qui viennent du même endroit, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on ne rassemble pas beaucoup. C'est vrai que là, on est capable de rassembler. Eh bien, j'en suis heureux. Et si je peux incarner, entre guillemets, une forme d'ouverture, mais pas tout seul, mais si je peux l'incarner en partie, bah, tant mieux. Bruno Gollnisch, lui, c'est l'ancienne garde. Il n'a pas toujours été d'accord avec Jean-Marie Le Pen, mais aujourd'hui, il monte au créneau. C'est l'héritage du père contre l'ouverture de Marine Le Pen. Et ça le mettrait presque un peu mal à l'aise. Moi, je ne suis pas hostile à la dédiabolisation personnellement, à condition évidemment que ça ne nous fasse pas renoncer à ce qui a toujours été l'une de nos marques de fabrique, c'est-à-dire l'impertinence à l'égard de ce qu'on appelle le politiquement correct, la défense de la liberté d'expression. Et de plus en plus, ils la reprennent, leur liberté de parole. Ce sont les tenants d'une ligne dure, originelle, très critique quant à la gouvernance de la fille présidente et de son lieutenant le plus fidèle. Marine Le Pen dit ni droite ni gauche. Et la plupart des gens s'imaginent qu'elle dit ça, comme le disent beaucoup de gens, pour cacher le fait qu'ils sont à droite, ce dont ils sont honteux. Mais elle, en réalité, elle dit ni droite ni gauche pour cacher à ses électeurs qui sont de droite le fait qu'elle est de gauche. Elle empêche le rassemblement de la droite, qui est la seule solution qui permettrait au Front National d'arriver avec d'autres partis, la partie saine de l'UMP, au pouvoir dans quelques années. Et dans la nouvelle génération, la vieille garde choisit la plus jeune de toutes, Marion Maréchal Le Pen. On a une première question sur l'une des personnes qu'on vient de voir dans ce reportage, qui est la suivante. Quel est le poids réel de Bruno Gollnisch aujourd'hui au Front National? On peut tenter de répondre à cette question, Valérie Gounet.
Son poids est selon moi quasi inexistant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment que Bruno Gollnisch est un député, mais c'est vrai, il représente la vieille garde, le lepénisme. Et là encore, il s'est exprimé sur son blog il y a quelques jours pour essayer de mener un débat entre l'ancien Front National, le nouveau Front National, mais on ne l'écoute pas. Mais moi, j'ai été frappé, j'ai entendu ce matin beaucoup de jeunes militants du Front National qui disaient qu'ils soutenaient Jean-Marie Le Pen, qu'ils comprenaient l'histoire de ce parti et que s'il était du jour au lendemain, d'une façon ou d'une autre, mis sur la bordure, voire exclu du parti, ils partiraient eux aussi. Oui, Jean-Marie Le Pen est la figure fédératrice du Front National. Il est toujours d'actualité. C'est le fondateur d'un parti politique qui dure. Et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Il a une empreinte historique au sein du Front National. Et le Front National sans Jean-Marie Le Pen aujourd'hui ne peut pas exister, selon moi. Oui. Pascal Perrineau. Et puis il y a aussi, au-delà des prises de position au fond dont on parle beaucoup, il y a un style. Ce qui a attiré toute une partie de la jeune génération au Front National, c'est un style d'impertinence, c'est un style révolutionnaire. D'ailleurs, même le concept de révolution a été à plusieurs reprises confisqué par le Front National. Et cela parle à une partie de cette génération. Alors, si en effet, ceux qui deviennent visibles à la tête du Front National, au fond, ce sont des hauts fonctionnaires ou des énarques comme dans les autres partis, une partie de cette jeunesse en révolte. Se dit, mais au fond, voilà, il y a une banalisation, d'une certaine manière, du Front National. Et je crois que dans ces réactions de jeunes militants, au fond, ils n'ont pas été forcément lire tous les programmes, ce qui différencie au plan économique et social Jean-Marie Le Pen de sa fille, c'est pas ça. C'est plutôt un style. Le Front National, ce qui a fait sa force, c'est qu'il a été pendant des décennies celui par lequel le scandale arrive quelque part. Et là, on voit bien, quand on écoute Florian Philippot, on est tout à fait sur un autre registre. C'est comment devenir convenable, hyper convenable, être comme De Gaulle, même si je crois que le général De Gaulle aurait tendance à se retourner dans sa tombe s'il savait qu'un leader, et pas n'importe lequel, un vice-président du Front National, en effet, vit entouré de ses œuvres et de l'iconographie gaullienne. Il faut tout de même se rappeler que le Front National a été un des vecteurs les plus virulents de l'antigaullisme, mais jusqu'à une date très récente, et que certainement les plus antigaullistes des antigaullistes, on les trouve encore au Front National. Raphaël Baquet. Non mais c'est vrai, Bruno Gollnisch est archi minoritaire aujourd'hui, mais de par la faute d'abord de Jean-Marie Le Pen, qui a choisi sa fille, parce que c'est bien un parti familial quand même, le Front National. Donc c'est vrai qu'il ne représente plus grand-chose, il peut encore s'exprimer par la voix de quelques médias aussi d'extrême droite. On a vu le patron de Radio Courtoisie, Minute, sans arrêt conteste la stratégie de Marine Le Pen, mais il ne représente pas l'électorat du Front National. Minute, c'est incroyable ce qu'on tape sur Marine Le Pen. Minute est le média le plus critique sur Marine Le Pen, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est vrai. La question, c'est qui lit Minute et qui écoute Radio Courtoisie? Un petit groupe, mais le Front National, le plus traditionnel, le plus idéologique, cette petite frange intellectuelle, si vous voulez, ou en tout cas dogmatique et théoricienne du Front National. Mais le problème, effectivement, c'est Florian Philippot. L'arrivée de Florian Philippot, qui, Pascal l'a dit, est en contradiction avec ce qu'est le Front National. Non seulement parce qu'il s'affirme gaulliste, ce qui est vraiment en contradiction totale avec la naissance même du Front National, qui est anti-gaulliste, d'abord sur l'Algérie française, historiquement, et contre la trahison, entre guillemets, du général de Gaulle sur l'Algérie. Donc, vraiment, il y a ça. Et puis, c'est un énarque. Donc, c'est évidemment c'est tout ce qui est de plus policé, si vous voulez, contre l'esprit rebelle ou contestataire ou anti-système, comme disent les gens du Front National. Effectivement, l'influence de Florian Philippot sur Marine Le Pen est un effervescent de contestation auquel elle doit faire attention. Car vous le voyez bien, il est omniprésent dans les médias. Oui. Il est celui qui a amené le gauchissement, entre guillemets, du programme économique et social, notamment du Front National. Et il est celui qui est le plus contesté par ceux qui n'osent pas encore contester la présidente. Donc il est d'une certaine façon à la fois son principal conseiller et son très solide conseiller et son point faible. La sociologie électorale du Front National a changé ? Oui, elle a changé justement. Dans quel sens ? Depuis 1995, on s'aperçoit que certaines catégories sociales
qui n'existaient pas auparavant, quoi, qui ne votaient pas Front National, commencent à voter Front National, dont la catégorie des ouvriers. Alors, des ouvriers, certains ouvriers de droite, il faut bien préciser ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Front National de Marine Le Pen, de plus en plus d'ouvriers votent pour ce parti. C'est justement pour ça que ces références à Jean Jaurès, elle se programme le premier parti de la gauche française presque, font que aujourd'hui on sent que cette sociologie est en train de se modifier profondément. Oui. On va passer aux questions SMS. Jean-Marie Le Pen est-il devenu une arme, le mot arme est utilisé entre guillemets, pour les ennemis du Front National? Yves Tréhard. Oui, évident. Toutes les conversations vont évidemment porter maintenant, en tous les cas chez les adversaires de Marine Le Pen et du Front National, sur la division et sur les divisions. Oui. Et donc, pour eux, c'est inespéré. Simplement, moi, je suis beaucoup plus dubitatif que vos camarades de classe. Les camarades de classe. Et je pense sincèrement que Marine Le Pen est sur une dynamique qui n'est pas une dynamique exclusivement française, qui est une dynamique qu'on voit dans quasiment tous les pays européens. Dans toute l'Europe, oui. Qui est une dynamique populiste. Alors, on va encore contester ce mot de repli sur soi, de crainte des bouleversements. Exactement. Et de la mondialisation. Et je crois qu'elle bénéficie du rejet de l'ensemble du reste du personnel politique. Alors, elle a, effectivement, je suis d'accord avec Raphaël, il ne faudrait pas que, je dirais, une influence à la Philippot, c'est-à-dire finalement très aux fonctionnaires, se fasse trop présente. Mais on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que depuis que Florian Philippot est là, Marine Le Pen ne perd pas de voix. Au contraire, je rappellerai à nos téléspectateurs qu'au départemental, au premier tour, elle fait 400 000 voix de plus qu'aux élections européennes, qu'elle a gagnées. Donc ça veut dire quand même beaucoup. Ça veut dire qu'elle elle attire des gens qui vraiment rejettent tout ce qui aujourd'hui fait la popote, pardon de parler comme ça parce que ce n'est pas un mot approprié, politique et le débat politique des autres partis. Elle tient quand même des propos incroyables, argumentés d'ailleurs sur son père, en disant qu'en gros, il veut tuer ce parti qui est en train de lui échapper, au moment où ce parti est en train de peut-être d'arriver au pouvoir, puisque là, elle l'assume et elle dit que elle affirme que c'est encore possible, et elle dit qu'il est en train de détruire le jouet qu'il a inventé, mais qui était un jouet entre ses mains, mais pour elle, qui est un instrument de conquête du pouvoir, avec notamment Florian Philippot. De manière claire, il n'a pas la même conception que sa fille. D'ailleurs, il fait entendre sa différence. Il l'a fait entendre il y a quelques années sur le terrain économique et social, quand il y a eu ce gauchissement, à plusieurs reprises. Il fait entendre en effet sa différence également sur la conception qu'elle a même du parti. Et puis il y a peut-être également un doute sur les capacités gouvernantes de sa fille. Vous savez, c'est compliqué, les rapports entre un père et une fille, aussi, surtout quand la fille dépasse le père dans ses œuvres, du moins dans les œuvres électorales. Les œuvres du pouvoir, c'est autre chose. Et il y a certainement chez Jean-Marie Le Pen, dans des conversations plutôt privées, on l'a entendu, souvent informelles, on l'a entendu émettre un doute sur les capacités de sa fille. Elle ne tient pas la boutique, comment elle tiendra le pays? Parmi les trois filles, c'était peut-être pas celle à laquelle il prêtait le plus de qualité pour gouverner, vous voyez. Et tout ça ressurgit d'une certaine manière. Donc, à mon avis, il y a énormément d'éléments dans la querelle entre le père et la fille. Mais il a souvent exprimé une forme de mépris à l'égard de Marine Le Pen. Il disait qu'elle était inculte. Et en même temps, il y a quelque chose qui est profondément ancré chez Jean-Marie Le Pen. Yann Piat, cette députée qui s'était fait assassiner il y a quelques années, disait il y a chez lui un vertige d'autodestruction. Je crois qu'effectivement, au moment même où son parti, le parti qu'il a cofondé, peut-être, en tout cas, est en passe de pouvoir avoir une chance d'arriver au pouvoir, là, il a envie de tout faire exploser, finalement, parce que ça va se faire sans lui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle reproduit la même forme de gouvernement que son père du Front National. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a le droit, il y a quelqu'un qui décide, tout ce qui est bureau exécutif. Elle explique ce qui est vrai, qu'elle a été élue avec 100% des voix. Bureau exécutif et tout ça. Mais ça nous fait rire, nous, mais c'est indéniable. Tout ça, c'est de la galerie, ils peuvent parler, mais c'est elle qui décide. Faut que j'avance. Peut-on assister à une scission au Front National comme en 98 avec Maigret? Non, ça je ne crois pas. On peut assister à un appareil qui verra, dans certaines fédérations, des militants sensibles au style de Jean-Marie Le Pen partir. Ils finiront par avoir des courants comme au Parti Socialiste? Non, c'est complètement antithétique avec c'est un parti autoritaire. Les néo-nazis de progrès, les nationalistes. Alors, je sais pas, je dis ça, c'est de la provocation, mais
Non, mais attendez, ils sont tous derrière elle. Ils sont tous derrière elle. C'est un parti qui fonctionne de façon autoritaire. Ah oui. Il n'y a pas de courant, les oppositions sont quand même assez muselées. Vous voyez que même Bruno Gollnisch, il est prudent dans son expression. On a l'impression qu'en ce moment, il essaye peut-être de jouer les intermédiaires. Aujourd'hui, Valérie Saint-Just, qui était très proche, qui était l'avocat de Jean-Marie Le Pen, a rallié le camp de Marine Le Pen. Ils sont dans une dynamique de victoire. Enfin, il y avait plus de 30% des voix, des adhérents pour Bruno Gollnisch. Toute une partie de ces adhérents aujourd'hui se trouvent derrière Marine Le Pen. Le FN changera-t-il de nom? Pensez-vous qu'on va finir? C'est l'ultime, j'allais vous dire. Oui, c'est quelque chose de récurrent. À terme, en effet, surtout si le père fondateur est éloigné, on changera peut-être la marque. Déjà, Rassemblement de Marine, c'est une forme de changement. Bien sûr. Mais en même temps, le Marine personnalise tellement que ça bloque l'évolution du Front National après dans le temps. Il faudra peut-être, pour qu'il change de nom, attendre le décès de Jean-Marie Le Pen quand même, parce que ça ne va pas se faire si facilement. Et là, il y aura certainement un changement de nom, un changement de logo, parce que depuis la naissance du Front National, la flamme évolue. Et c'est vrai qu'avec Marine Le Pen, la flamme a vraiment évolué. Elle s'est approprié le graphisme de Bruno Maigret, j'y reviens, mais il faut le redire. Mais c'est vrai qu'elle a changé. Et je pense que logo et nom changeront à la mort du père. Marine Le Pen va-t-elle se remettre d'avoir, entre guillemets, tué son père? Je crois que, effectivement, ça doit être terrible. Enfin, bon, c'est une tragédie grecque, cette histoire. Mais je pense que la politique est la plus forte dans l'esprit, dans le rocher Le Pen. Et elle a, finalement, pour la parler, la voir, elle est exactement comme lui. Elle est faite comme lui. C'est-à-dire aucun sentiment. Aucun sentiment. C'est une famille qui a quand même traversé sans arrêt des ruptures, avec la mère, la fille, en même temps tout le monde vit à Saint-Cloud, cette espèce de nid d'aigle du lepénisme, enfin c'est quand même incroyable. C'est vrai que c'est un... On pourrait dire que c'est un peu particulier. Non mais c'est vrai. Et donc les ruptures... Une famille particulière. Les ruptures font partie de l'histoire familiale. Et elles n'empêchent pas d'ailleurs qu'on vive ensemble. Mais c'est peut-être anecdotique, mais Marine Le Pen et Louis Alliot viennent de quitter notre tout et ont aménagé à la Celle-Saint-Cloud après une histoire de chat, de tragédie. Oui, mais enfin, quand il y a eu un incendie chez Jean-Marie Le Pen, chez elle, le dog de Jean-Marie a mangé le chien. Quand même, depuis à peu près un mois. Si le FN veut s'ancrer dans la vie politique française, ne doit-il pas d'abord avoir un programme économique crédible, nous demande un téléspectateur. Bien sûr. Bien sûr, parce que là, on parle d'une étonnante dynamique. Cette dynamique est réelle et on la verra encore certainement au régional. Mais ensuite, il y a des élections de pouvoir. Pour des élections de pouvoir, comme une présidentielle, une partie de cet électorat peut changer, peut se poser des questions, et particulièrement sur le terrain économique et social, parce que certes, l'immigration est importante aux yeux des Français, mais regardons toutes les enquêtes. Les Français n'iront pas élire un président ou une présidente avec la question de l'immigration en tête. Ils attendront des réponses sur le pouvoir d'achat, sur la formation de leurs enfants, sur l'érosion ou non du chômage, etc. C'est tout de même ça qui passionne les Français, d'ailleurs jusqu'au cœur de l'électorat du Front National. Donc il se pose un problème qui là n'est pas résolu quand on écoute le discours de Marine Le Pen le 1er mai. C'est comment ce parti, au-delà des mots, on veut devenir respectable, on veut s'intégrer, on veut devenir un parti de pouvoir, adopte un programme qui est un véritable programme de pouvoir. Ça veut dire également une dernière chose. Ça veut dire un programme à partir desquels on peut trouver des alliés. Oui. Pour l'instant, ce Front National est une puissance phénoménale, mais c'est une puissance solitaire. On ne gagne jamais une élection présidentielle seule. Il y a un très mauvais exemple européen pour le Front National actuellement, et à mon avis pour la conscience collective, c'est ce qui se passe en Grèce. Alors effectivement, c'est un parti dit d'extrême gauche, mais qui est aussi un parti extrêmement nationaliste. Absolument. Sur certains points. Et on voit bien que c'est compliqué, parce que d'abord c'est difficile de partir de l'Europe ou de dire zut à l'Europe. Ça serait plutôt le contraire qui se produit actuellement. Et puis, sur place, les Grecs, ils ne voient pas beaucoup de changements, somme toute. Donc c'est un mauvais exemple pour le Front National. N'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, elle disait jusque-là, la sortie unilatérale de l'euro, elle commence à dire oui, on fera un référendum. Enfin, elle a quand même déjà... C'est un peu moins clair, on est d'accord. N'est-ce pas Marine Le Pen qui devrait quitter le Front National et créer son parti? Nous demande un téléspectateur, c'est la question. Ça vous fait rire? Oui, ça résume la situation. Le neuf s'inventera à partir du vieux, mais elle est en train d'essayer d'inventer... Les questions d'argent vont se poser. Les questions d'argent, et Louis Alliot disait bien, ce matin il s'exprimait à Sud Radio, il disait bien, nous ne devons plus faire peur. C'est un des points sur lesquels il travaille, c'est justement ce que Jean-Marie Le Pen fait.